Voilà, Simon vous a parlé de nos préoccupations avec les chenaux, les anciens cours de la rivière. Et on a fait un petit sondage cet été sur un ensemble de petites tâches qui signalent des fourneaux qui étaient sous le cours de cet ancien chenal. On voulait dater la période après laquelle datait l'implantation de ce bras de rivière. Donc voilà une vue de la fouille. Et là, on est tombé sur quelque chose de complètement inattendu. On est tombé sur des types de fourneaux qu'on n'avait encore jamais vus dans les environs de Marsal. On les connaît à côté court. C'est des petits fourneaux ronds. Vous en voyez un contour de fouille ici, c'est pas très grand. Il y en a toute une série. C'est associé à des structures d'habitat. Il y a des faux silos qui ont été trouvés ce matin ou hier après-midi, remplis de déchets d'habitat. On a des trous de poteaux. Et ces fourneaux ont des parois vitrifiées qui montrent qu'on a utilisé un revêtement à base de sable et qu'on est monté à des températures de l'ordre de plus de 800 degrés. Ce qui nous laisse excessivement perplexe, parce qu'on n'a pas besoin de monter à 800 degrés pour faire du sel. On n'a même pas besoin de monter à 100 degrés. Donc on ne sait pas à quoi servent ces fourneaux. Ils sont liés à des éléments techniques qui ont déjà été signalés au XIXe siècle, en forme de petites pierres tronquées, ou de petits pesons. C'est associé à des récipients d'un type qu'on n'a encore jamais vu. Donc c'est complètement, pour l'instant c'est complètement nouveau. Et surtout, ce qui nous rend encore plus perplexe, c'est qu'on espérait, on s'attendait à ce que ces vestiges-là soient plus anciens que les autres, puisqu'ils se trouvaient, vous voyez, tous les petits points, c'est des restes de phénomacènes de l'époque celtique. Ça se trouvait ici, on s'attendait à ce que ça soit plus ancien que le reste, et ça date de la même période. Donc il y a une espèce de phénomène de tout démarre à une période qui est située entre moins 600 et moins 550 avant Jésus-Christ. Dans le jargon des archéologues, on appelle ça le hashtag D1. Voilà. Et en fait, il y a, contrairement à ce qu'on s'attendait, c'est pas une évolution technique, mais c'est dès le départ des zones spécialisées. C'est-à-dire tout fonctionne plus ou moins en même temps, c'est l'image que ça donne, tous ces grands ateliers sont plus ou moins contemporains. Ils commencent immédiatement avec une phase extrêmement intensive des environs de 600 avant Jésus-Christ. Avant, il n'y a rien. On a trouvé pour la première fois des restes d'occupation du bronze final. On est au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais on voit très clairement qu'ils ne produisent pas de sel, il n'y a pas de briquetage, il n'y a rien. Le briquetage arrive massivement vers 600 avant Jésus-Christ et avec des secteurs spécialisés. On n'arrive pas à comprendre pour le moment. On a à ce point de nos interrogations qu'on se demande si ça a vraiment servi à faire du sel. Avec des fourneaux de ce type-là qui évoquent plutôt des choses comme ça. Vous trouvez ça dans la métallurgie, vous trouvez ça pour faire du fer, vous trouvez ça pour faire du bronze, c'est métallurgique. C'est la forme de fourneau métallurgiste. Mais on n'a pas de scorie de fer, on n'a aucune trace de scorie de reste de bronze. On a des éléments techniques qui sont des éléments techniques de type briquetage dedans. Bref, pour le moment, on va dire qu'on est très surpris. On est très. On ne sait pas quoi penser de ça. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, en fait. Qui mérite qu'on s'y attarde. Et puis, la dernière fois qu'on s'était vu, on présentait les recherches du bricolage de Marseille, c'était en août 2013. Je vais montrer cette diapo ici. C'était le dernier après-midi du dernier jour de fouille, c'est comme aujourd'hui, un vendredi. Et à 4 heures, un de nos fouilleurs, qui est là, Charlie, c'est toi, a trouvé un crâne. Et à côté du crâne, il a commencé à trouver des vertèbres, on a dégagé, ça faisait un squelette, 2 squelettes, 3 squelettes, 4 squelettes qui affleuraient. Et voilà dans leur état de l'été dernier. Donc vous voyez ici un squelette qui est assis, avec les dents. Là, on a une fosse qui est probablement une fosse du XVIIe siècle, donc de l'époque moderne, qui a ouvert la tête. Et puis ici, un corps jeté face contre terre, vous voyez son bras. Un autre corps, ça c'est ses jambes. Il y a un autre corps d'un autre
là. Et puis ici, vous distinguez deux petites jambes d'un enfant d'environ de 4 à 6 ans. Donc, on a pu terminer la fouille de ce silo cet été, ça on a fini la fouille ce matin. Hein. Et au total, on a 8 corps en silo. Hein. Et les premières datations qu'on a pu obtenir sur les corps trouvés l'année dernière, on a pu dater au radiocarbone, ça indique une période entre 500 et 450 avant Jésus-Christ. Alors, c'est pas anodin, parce que cette période-là, c'est juste après l'arrêt de l'atelier. L'atelier, on pense qu'il s'arrête vers 500, en gros. Et les petits éléments de poterie qui sont retrouvés tombés dans le complément de cette fosse avec les squelettes et les dates radiocarbone, ça donne une période juste après. On a donc l'impression que les gens qui sont jetés dans ce silo sont contemporains de la toute fin de l'atelier. C'est la période de fermeture de l'atelier. Donc, c'est très intéressant parce qu'en général, quand on trouve des corps en archéologie, ils sont anonymes, on trouve des morts, mais on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas leur statut, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas leur relation avec l'habitat, on ne sait pas leur relation avec leur travail. Et là, c'est tout le contraire. On a quelque chose qui est directement dans un atelier de fabrication du sel. Alors, les restes osseux sont dans un état de préservation qui est absolument exceptionnel. Il y a tout un tas de petits os qui normalement sont faits de cartilage qui ne se savent pas, comme les os du sternum par exemple, qui là sont préservés. Vous voyez une photo de détail d'un des corps. Les corps ont été jetés les uns sur les autres au cours d'au moins 3 épisodes successifs. D'abord, quand le silo, c'était un silo à grains creusé dans le sol d'environ 2 mètres de diamètre, quand il était abandonné, on l'a laissé vide. On a commencé à jeter le premier, celui-là. Puis très rapidement après, on en a jeté un deuxième dont la tête s'est enfoncée dans la cage thoracique du précédent quand il était en décomposition. Donc relativement peu de temps après, enfin peu de mois après. Et puis de la terre a commencé à tomber dans le silo. Ça a formé un bouchon. Et dans ce bouchon, on a eu encore un autre corps qui était déposé. Et quand le bouchon a fini de se former, on a jeté massivement les corps qu'on a trouvés l'année dernière. Donc il y a au moins 3 épisodes de dépôt de corps. C'est pas quelque chose de simultané, c'est pas unique, c'est pas un événement unique en temps. Donc actuellement, on identifie 5 adultes, 2 préadultes, c'est-à-dire des individus qui ont moins de 20 ans, hein, qui ont gros peut-être entre 12 et 18 ans. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit enfant de 4 à 6 ans. Il n'y a aucun mobilier avec les morts, ils n'ont pas de bracelet, pas d'éléments de parure. Et ce que vous voyez là, c'est tout à fait étonnant parce que c'est évidemment pas une tombe, évidemment pas et ils ont été purement et simplement jetés. Est-ce que les squelettes ont été mutilés? Est-ce qu'il y a eu des fractures volontaires? Alors, on n'en a pas fait la fouille, mais on va regarder. Évidemment, c'est la première chose qu'on va regarder. S'il y a des traces de coups qui auraient pu entraîner la mort qui seraient visibles sur les ossements. Alors, la question qui se pose, c'est qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? Et je vous ai dit qu'on avait retiré 3 adultes et un enfant l'année dernière du silo, le dernier jour. Hein. On a toujours, sur un chantier de fouille, on a toujours une période de fouille, et puis on a ce qu'on appelle la période de post-fouille, c'est une dernière semaine à Marsal, la 5e semaine de fouille, où on fait plutôt du rangement, du lavage, du traitement de plants. Là, notre semaine de post-fouille, on l'a passé à fouiller comme des fous, jour et nuit, hein, tous les jours jusqu'à 11h du soir pour extraire les squelettes. Et on a pu donc identifier 3 individus adultes et les faire analyser. Donc c'est en cours d'analyse actuellement en Allemagne, dans un institut d'anthropologie. Et ce que l'étude montre, c'est que les 3 sujets adultes qu'on a trouvés l'année dernière, c'est des hommes. Ils ont entre 35 et 45 ans. Ils ont eu une santé, ils ne sont pas en bonne santé, ils ont beaucoup souffert d'arthrose, ils ont eu de nombreuses fractures, en particulier aux côtes,
Et l'un des trois a une fracture qui n'est pas, au moment où il est mort, cette fracture n'était pas guérie, elle n'était pas réduite, consolidée, voilà, je cherchais le mot. Et puis surtout, ils ont tous les trois des déformations particulières des pieds. Je ne pourrais pas vous dire exactement en quoi ça consiste parce que je ne suis pas spécialiste, mais ils ont une déformation de la voûte plantaire qui est typique, d'après les anthropologues qui ont étudié ces squelettes, qui est typique des gens qui portent des charges très très lourdes. Quand on porte des charges très lourdes, ça vous bousille le dos, mais ça vous bousille aussi les pieds. Si vous portez toute la journée, vous portez des sacs de 50 kg ou plus. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre que les gens qui ont été jetés là sont des gens qui ont travaillé dur en fait dans leur vie. Et on a commandé la chance d'avoir 8 corps. On va pouvoir étudier les autres et regarder si on est différent dans le temps, puisqu'on arrive à savoir quel est l'ordre de dépôt de ces corps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Là, on les a photographiés, on les a relevés, on les a démontés, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on enlève des os, on enlève un par un, les os de la main droite, la main gauche, le bras, le crâne, la jambe droite, la jambe gauche, le pied, etc. Et donc, on va les soumettre à toute une série d'analyses qui vont nous permettre de déterminer quelle a été leur vie. Alors, il y a une première type d'analyse qu'on fait maintenant de plus en plus facilement, c'est l'ADN. Donc, on va chercher à voir s'ils ont des relations de parenté ou non. On a aussi un élément qui est très intéressant et qu'on utilise de plus en plus couramment, c'est ce qu'on appelle le strontium. Donc, le strontium, pour aller vite, c'est un isotope, c'est un petit élément radioactif, très faiblement radioactif, naturel. Et en fait, il est présent dans les roches. Et à différents degrés de concentration. Et dans les premières années de la vie, il se fixe dans les dents. Et ça se fixe au moyen de l'eau, parce que l'eau que vous buvez, elle dissout du strontium. Il y a du strontium dedans. Et selon l'endroit où l'eau est épuisée, il y en a plus ou moins du strontium. Donc en fait, quand on regarde la concentration de strontium des dents, donc c'est plus facilement accessible, on peut voir si les sujets qu'on étudie sont d'origine locale, ça correspond à la concentration de strontium qu'on trouve localement, ou bien si ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, l'Europe de l'Ouest est assez bien connue et on peut isoler des... Alors c'est pas précis au kilomètre près, mais les grandes unités, les grandes régions, qui sont des grands ensembles géologiques, on a une idée de leur signature en strontium. Et donc on va pouvoir déterminer, on l'espère, la région de laquelle ils proviennent. Alors on a déjà fait ce type d'analyse à Marsal, pas pour des humains, mais pour les animaux. Et on s'est rendu compte, par exemple, que la plus grande part des cochons qui étaient consommés à Marsal à cette époque-là n'étaient pas d'origine locale. Ils viennent, ils ont grandi dans des régions avec des sols granitiques et cristallins. Donc plutôt des régions des Vosges, par exemple. Donc c'est une preuve indirecte de l'existence de marchés, etc. Donc on va faire ça. Et puis, on peut aussi étudier les isotopes, ça sert aussi pour étudier la composition du régime alimentaire, parce que chaque espèce animale, le bœuf, le cochon, les poissons, etc., et les espèces végétales aussi, donc les légumes, ça laisse une signature. Et cette signature, elle se fixe aussi dans les os et aussi dans les cheveux. Nos cheveux conservent la mémoire de ce qu'on a mangé sur les 6 derniers mois de l'année. Et ça, on va regarder ce que ça donne dans les ossements. Mais on peut savoir, c'est vrai. On peut savoir si on a fait un régime ou pas un régime. Et on va regarder ce que ça donne dans les ossements, savoir s'ils ont une alimentation riche en viande ou pauvre en viande. Et puis on a parlé des déformations osseuses, on va regarder des traces pathologiques, on va regarder systématiquement sur les squelettes si on voit des marques de ce. Alors tout ça, ça va nous permettre de faire une sorte de carte d'identité de ces morts. Ça ne va probablement pas nous expliquer les circonstances de leur mort, à moins qu'on trouve des traces visibles sur les os, mais ça va nous donner une idée de qui ils sont. Et on a une fosse de ce type-là qui a été trouvée aussi dans un endroit exceptionnel, c'est en Allemagne, Blauberg. C'est un endroit où on a un tumulus monumental avec une tombe de statue princier. D'ailleurs, la tombe est surmontée d'une grande statue qui représentait visiblement le personnage enterré dans la tombe. Ça date des environs c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ.
Et autour du tumulus, on a de l'habitat avec des silos, exactement comme celui-là, et des corps dans les silos. Et on a pu faire tout ce type d'analyse au Bloomberg, et on a vu, par l'ADN, qu'ils n'étaient pas liés par des relations familiales. Je crois qu'ils avaient 5 corps dans leur silo. Ils étaient à peu près à la même période que la nôtre, un petit peu plus tardive. Hein. Mais vous voyez, c'est début 5e, eux c'était début 4e. Donc pas de lien de parenté. Le strontium montrait qu'ils n'étaient pas d'origine locale, mais qu'ils venaient tous d'endroits différents. Et puis l'analyse des isotopes montrait qu'ils avaient une mauvaise alimentation, ils n'avaient quasiment jamais mangé de viande de leur existence. Et l'analyse anthropologique montrait des stigmates de travail intense, travail physique intense. Donc tout ça, plus le fait, vous voyez, qu'ils ne sont pas enterrés dans des tombes, ils ont été jetés comme des ordures, comme des carcasses, comme une bête crevée, comme un mouton crevé, dont on se débarrasse dans un trou. Tout ça, ça nous donne une image, c'est des signaux qui indiquent que c'est probablement des populations, on va dire, dépendantes ou qui ne sont pas traitées comme les gens qui vivent normalement. Des sortes d'esclaves. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que quand on regarde la population des cimetières de cette époque, donc vous regardez combien ça fait de personnes qui vivent en même temps, vous tombez sur des chiffres extrêmement bas. Vous tombez, alors vous pouvez peut-être trouver 300 tombes, mais ça dépend de la durée dans laquelle les cimetières occupés. Quand vous regardez quelles sont les tombes qui sont toutes contemporaines, en général, pour cette période-là, vous obtenez des groupes de taille un petit peu familiale, une dizaine, une vingtaine de personnes, pas plus. Ça montre qu'il manque une grande partie de la population. En plus, en général, on n'a pas les jeunes, on n'a pas les nouveaux-nés. Et cette découverte-là, c'est probablement l'une des rares fois où on a accès à ces gens qu'on ne voit pas, qui font peut-être, on ne sait pas, peut-être 80% de la population, et qui sont effectivement des gens de statut inférieur. Alors ça, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est un peu, polémique, ce truc-là. Parce qu'on n'aime pas apprendre que nos ancêtres de Marsal au XVIe siècle venaient des esclaves qui jetaient les morts comme des ordures, etc. Mais dans les sociétés primitives, les sociétés avant l'apparition de la monnaie, l'esclavage, c'est quelque chose de très répandu. C'est très répandu. Les prisonniers de guerre, par exemple, si on ne les tue pas, on en fait des esclaves. On récupère les femmes aussi, on a perdu cette habitude, mais on va les enlever chez les copains. C'est toujours plus attirant chez le copain que chez soi, etc. Et donc, c'est probable qu'on ait effectivement une population qui soit composée de gens qui sont des gens. Alors, on ne sait pas comment les caractériser. Esclaves, ça fait référence à quelque chose de précis dans l'Antiquité. Il faut qu'on trouve un mot. Des gens dépendants, des gens qui sont utilisés au service de. Alors ça c'est très intéressant parce que justement dans les ateliers, c'est ce que je vous disais l'année dernière, on a trouvé des restes de bracelets des femmes qui travaillaient dans l'atelier, qui travaillaient plus spécialement dans les zones de fabrication de la saumure, et on a trouvé leurs bracelets, par exemple vous avez un bracelet en roche noire intact qui était trouvé dans ces zones-là, et ces femmes-là sont riches. Les objets, les bijoux qu'elles portent, c'est les bijoux que vous trouvez dans les tombes les plus riches de la société de cette époque-là, celles qui sont associées aux tombes du cavalier épais, aux tombes d'aristocrates guerriers. Donc on a l'impression qu'on commence à approcher l'organisation sociale de cette période-là avec les gens qu'on ne voit jamais. Et c'est probablement ça qui est le plus intéressant. Voilà. On a regardé également, on a fait beaucoup de prospection géophysique, et dans la prospection géophysique, on a regardé l'environnement des ateliers, et sur certains sites, comme sur le site du Sauvageon à Moyenvic, on a pu terminer la prospection géophysique qu'on avait commencé l'année dernière, et en fait, on a pu mettre en évidence, c'est un site qui était découvert par les photographies aériennes de René Bertin, mais qui était connu déjà depuis le et on a pu obtenir le plan complet de la villa qu'on n'avait que par la photo aérienne. Donc vous voyez ici toute la partie résidentielle avec une cour sur péristyle probablement. Et puis ici une grande. Donc ça on appelle ça la pars urbana, c'est la partie de l'habitation luxueuse. Et puis de chaque côté de la cour, ici vous voyez une série de petits bâtiments. Il y en a probablement de l'autre côté.
c'est immense, hein. Rien que ça fait 120 mètres de côté. Et ce type de ville-là, on en a une à Westheim, je crois qu'elle est sur le territoire de Rheinheim, c'est la grande, hein. Et ça a été étudié relativement récemment. Et en fait, il semblerait, je dis bien il semblerait, avec toutes les précautions d'usage, que ça soit hérité d'un type de plan typique des grands domaines ruraux gaulois. On a déjà des plans de domaines aristocratiques gaulois, de domaines agricoles, avec une partie d'habitation ici et puis des grandes séries de bâtiments le long d'une cour. Alors, ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est que vous voyez ça. Il y a le tracé d'un enclos, là, ici, qui était déjà visible en partie aux photos aériennes, dont on a bien le tracé. C'est un fossé. Il n'est pas exactement dans l'axe des murs, hein, vous voyez, les choses sont comme ça, et c'est un peu de travers. Et en fait, ça ressemble fort à un enclos aristocratique gaulois, c'est-à-dire une partie résidentielle des nobles de l'époque gauloise. Donc on a l'impression, encore on a fouillé, c'est juste quelque chose qu'on voit comme ça, que pour la période qu'on connaît le moins bien, c'est-à-dire la période gauloise, on a déjà des établissements avec des personnages hors du commun qui peut-être à la génération suivante, ou pour la génération suivante de l'époque romaine, transforment leur domaine en quelque chose de plus urbain, de plus romain. Voilà. Je ne veux pas être trop long parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On a trouvé surtout, alors là, c'est plus bizarre et c'est plus étonnant, à l'est de Marsal, avec la géophysique, sur des zones de terrasses qu'avait reconnues Simon, hein, ces fameuses terrasses enterrées où on pense que c'est propice à l'occupation humaine. On a ici tout un ensemble c'est immense, hein, un petit carré comme ça, c'est 50 mètres. Hein. On a tout un ensemble de constructions, apparemment toutes les époques. Vous voyez ici des constructions circulaires, là, assez grandes, hein, qui ressemblent à des tumulus. Hein, c'est comme ça qu'on les voit en géophysique. Vous avez également toute une série de fossés. Alors, aucun de ces fossés n'est visible en surface, hein, évidemment, qui ressemblent à des choses d'époque gauloise ou à des choses d'époque médiévale. Et puis là, ici, on a cette cour actuelle de la Seille, hein, avec ses méandres, et vous voyez que la Seille a recoupé des constructions beaucoup plus anciennes, pour certaines qui évoquent des choses militaires de l'époque moderne. Ici, on ne sait pas très bien ce que c'est, si c'est une voie, ça ressemble à une voie, ou si c'est un petit canal. Et puis on a cette construction très très bizarre ici, là, qui est organisée sur une série de fosses. Alors, Simon a parlé des cartes anciennes. Dans les cartes anciennes, alors on ne sait pas, on a vu ça cet après-midi, dans les cartes anciennes, on mentionne l'emplacement d'une ancienne saline dans cette heure. Est-ce qu'elle est exactement là? Est-ce que c'est bien celle-là dont on parle? Il va falloir qu'on vérifie ça. Mais pour l'instant, ce genre de structure, on ne les connaît pas, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, ça révèle, comme vous le voyez, une grande densité archéologique à l'est de Marsal. Voilà. Alors, pour conclure, on ne veut pas être trop long. Donc vous voyez que la campagne de 2014 a apporté plein de résultats nouveaux, certains inattendus, en particulier dans le secteur du Grand-Yeux. Des résultats très importants, je pense, pour l'anthropologie, si on arrive à faire financer ces analyses qu'on compte faire, je pense qu'on pourra, ça peut être très important pour la connaissance de la société de cette époque-là. Vous avez vu que la géoarchéologie, ça avance pas mal. Maintenant, on arrive à un moment où on est capable de proposer une synthèse, à voir où passait le cours ancien de la rivière et surtout comment a évolué la vallée. Et en fait, toutes ces recherches-là confirment, si besoin était, que l'ensemble de la vallée de la Seille est un ensemble archéologique de premier plan. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle le musée d'archéologie nationale s'implique à travers moi dans les fouilles qui sont menées dans la vallée. Le musée mène des fouilles, on a plusieurs départements, hein, donc on mène des fouilles dans différentes périodes, on mène des fouilles en préhistoire, en Dordogne, mais on mène des fouilles aussi à l'étranger, dans le Caucase, en Azerbaïdjan aussi.
Pour la partie celtique et gauloise, la fouille de référence est celle de Marsala, enfin celle de la vallée d'Assaï. Parce que ici, on a vraiment la possibilité d'étudier un site qui, vous voyez, dont l'importance dépasse largement le cadre régional, ou du moins un site qui est ancré ici, mais dont l'importance scientifique et culturelle rayonne vraiment largement au-delà de la région et même de la France. Voilà, je vous remercie beaucoup.